Mésidon-Canon et Vieux-Fumé, en Basse-Normandie. Mésidon-Canon, sa célèbre place Charles de Gaulle et ses drapeaux flottant fièrement au vent, son église ratatinée entre deux rangées de maisons, son centre-ville dynamique, sa cité terriblement dangereuse, la fameuse symétrie de son architecture, la foule se pressant sur la place de la gare, l'activité frénétique de sa gare de triage, ses somptueuses collines boisées, ses bars branchés et ses fabuleux monuments historiques. Vieux-Fumé. Vieux-Fumé est son église déserte, son château au loin, son gigantesque stade de foot, son arrêt de bus esselé, ses fameuses tours encore debout, ses poteaux électriques, un cerf-volant pris au piège, et enfin son centre commercial. Et au cœur de tout cela, deux maisons, anonymes parmi les autres, deux maisons appartenant à deux vieilles femmes, mes deux grands-mères. Mes deux grands-mères dont je tente le portrait dans ce film, comme une tentative de comprendre qui elles sont, comme un désir de dessiner l'esquisse de leur quotidien, comme une envie de faire revivre leurs souvenirs, leur passé, comme une volonté de sonder l'apparente banalité de leurs existences actuelles, comme un devoir de mémoire personnelle, pour passer derrière les miroirs familiaux, pour connaître leurs sentiments, leurs sensations, leur rapport au monde. Je me nomme Jacqueline Robin. Je suis née le 15 janvier 1927 et je suis ta grand-mère. Je m'appelle Denise Genicel. Je suis née le 21 mars 1933 à Mésidon. Et je suis aussi ta grand-mère. Le 15 janvier 1927, alors qu'un bébé prénommé Jacqueline Martin, qui allait devenir ma grand-mère maternelle, faisait son entrée dans la vie, le monde, lui, tournait sur lui-même et nous offrait déjà son actualité. Au Mexique, on venait de retrouver dans les fondations du Palais national un monolithe sculpté datant de la civilisation antique. En Asie, face au pouvoir chinois qui prenait des galons, les colonisateurs français, anglais ou russes commençaient déjà à prendre peur et se mettaient à défendre les terres qu'ils avaient volées quelques dizaines d'années auparavant. Du côté hexagonal, on venait de voter pour les élections sénatoriales et bizarrement, on annonçait qu'elle n'allait pas modifier la physionomie de l'Assemblée. À Béthune, on poursuivait la tradition en fêtant les charitables manifestations annuelles d'une confrérie religieuse basée sur une hallucination collective. À la Comédie Française, on jouait La Brebis, une pièce dans laquelle une petite fille naïve se fait tondre métaphoriquement par un homme qui la jette dans une machiavélique intrigue. À l'époque, on vantait le confort de la voiture de luxe Itala et l'invisibilité du soutien-gorge Crisina. On écrivait des reportages sur la demeure du peintre Monet. Des discussions avaient encore lieu sur le désarmement allemand suite au traité de Versailles, signé au lendemain de la Première Guerre mondiale. En Allemagne, toujours, un nouveau gouvernement allait se former dans une alliance avec les nationalistes. Mais le plus grave, en ce jour du 25 janvier 1927, c'était la mort de la star appelée Auguste. Des films animaliers du réalisateur Alfred Machin, que l'on voit ici pleurer par ses partenaires de studio, Auguste, le célèbre chimpanzé. Le mardi 21 mars 1933, alors que dans une maison ouvrière de Canon naissait une petite fille nommée Denise Genicel qui allait devenir ma grand-mère paternelle, dans les journaux on pouvait être informé de l'actualité de l'époque. Une manifestation de la Ligue des contribuables avait lieu à Nantes, suivie d'une contre-manifestation du cartel des fonctionnaires, suivie ensuite par l'inévitable intervention de la police. À Gourette, on saluait de jeunes championnes de ski. Le cinéma nouvellement sonore intéressait le pape d'alors. Les Belges inauguraient la reconstitution de la cité antique Apénée en Syrie. Roger Bourgeois, un adolescent de 14 ans, se faisait juger par la justice pour fabrication de fausses monnaies. À Rome, les Anglais et les Français discutaient d'un plan de paix proposé par Mussolini. On modifiait légèrement le code de la route. Au théâtre, on jouait La Femme en blanc avec Pierre Freinet et Gaby Morley. On décrivait les dessous de Paris, vus d'un grand restaurant. On étudiait de près les modes et les comportements de la jeunesse britannique. Georges Simenon venait de signer un reportage pour Voilà à propos de sa Belgique natale. On vantait les mérites de Sylvie Gwynn, le produit miracle pour une repousse capillaire étonnante. L'élection annuelle des reines de Paris venait d'avoir lieu et pendant ce temps, en Allemagne, on discutait d'un projet de loi accordant au chancelier les pleins pouvoirs et on apprenait que ce dernier, nommé Adolf Hitler, pour son élection, s'était payé un nouveau par-dessus et un chapeau haut de forme.
Avant la guerre, je me souviens que j'avais chanté. C'est tout, hein. Je ne pouvais pas, j'avais que 6 ans. Je me rappelle, j'avais chanté, j'avais une robe bleue, j'avais chanté la Radio Normandie. Si, je me souviens quand même de l'arrivée des Allemands. Dans le fond, ils étaient très aimables. Je me souviens, ma tante, elle tenait café. Alors, il y en avait beaucoup. Et puis, moi, j'y allais souvent. Mais enfin, c'était des hommes qui étaient très aimables au départ. Qui ne voulaient pas nous faire peur, quoi. En 1939, on est parti. On a évacué chez ma tante. Je ne sais même plus où. C'est que c'était. Oh, je ne sais plus. À donner peut-être, je sais pas. Puis après, pendant la guerre, je sortais pas beaucoup. J'étais jeune. Je dis, on allait à l'école un peu à Oisy, un peu à Canon. On faisait pas l'école dans toute la journée. Hein. À Oisy, ça faisait quand même 2-3 km. Hein. Plus ça allait, plus ils sont devenus importants. Et puis, il n'y avait plus moyen de sortir. Il fallait mettre du bleu sur les carreaux pour les lumières. Il fallait tout un tas de détails qu'on ne s'imaginait pas. Je me rappelle qu'on mettait des couvertures aux fenêtres pour pas qu'ils voient les lumières. Avec les volets. On mettait les volets plus les couvertures aux fenêtres. Mais je sortais pas beaucoup toute seule. J'étais trop jeune, je sortais pas beaucoup toute seule. Il y avait beaucoup de gars aussi qui se cachaient dans des fermes, dans des campagnes assez éloignées, par exemple dans la Manche, tout ça. Des gens du pays qui, eux, allaient avec la famille dans des fermes et puis qui s'en allaient se camoufler là. Puis après, ils contactaient des gens pour faire la résistance. Et puis, ils allaient plus loin dans le Midi, dans le Sud, parce que dans le Sud, il n'y avait pas beaucoup d'Allemands. Pourtant, on entendait avec papa, parce que, eux, ils savaient, mais moi, non. Non. Oh, tu peux pas t'en rendre compte. Tu peux pas. On ne peut pas s'imaginer quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais vu ça. Mais nous, on voyait les bombes sortir de l'avion. Moi, je me cachais sous l'évier, ou bien sous l'escalier, et je me bouchais les oreilles. Oh, j'étais trop heureuse, je pouvais pas. Hein. On voyait les bombes les unes après les autres qui sortaient de la Carline, là. Ça faisait peur. Hein. Le ciel était plein de... Ça faisait comme des éclats dans le ciel. Est-ce que c'était les parachutistes? Ça faisait des gros machins noirs. Est-ce que c'était les parachutistes? Je me rappelle plus tellement bien. Je me rappelle quand même de ça. On se demandait qu'est-ce que c'était que ce bruit sourd. On était pourtant à 30 km, hein. Mais il y avait un bruit sourd, qui nous... Et puis, c'était des bombardements, c'était le débarquement. On est parti, on a évacué, toujours à pied. Hein. Toujours à pied. Hein. On voyait le feu. Tout l'horizon était rouge. Tout l'horizon était rouge. Et vraiment. Ça faisait vraiment peur. Vraiment peur. On se demandait qu'est-ce qui allait nous arriver. Hein. On est revenu qu'en 1945, parce qu'il y avait une bombe de 250 kilos qui était au pied de nos marches à la maison. On ne pouvait pas rentrer. Puis après, c'était pas gai. Hein. Tout était déglingué. On a été libérés, on a fêté ça un petit peu, et puis on a essayé de rentrer chez nous. Mais je me rappelle, quand on est rentré chez nous, il n'y avait plus rien du tout. Les fenêtres étaient arrachées. Et le soir même, il y avait les Allemands et les Anglais qui étaient là. Ils montaient la garde, on était dans une école à ce moment-là. Ils montaient la garde, je montais la garde avec eux, avec papa, tout ça. Puis le lendemain matin, tu te réveilles, tout le monde était parti. Je pleurais. Eux, là, je m'ennuyais. Enfin, c'est pour ça que moi, la guerre, quand je les entends, quand j'entends la façon dont les malheureux sont traités, tout ça, c'était épouvantable. Moi, je crois que je ne supporterais pas de revoir une autre guerre. Je ne crois pas. Pourtant pas plus heureuse, mais enfin, ça si, je crois que j'aurais peur.